Je vous propose de parler quelques mots en général sur l'Internet des objets, comment Cisco aborde cette problématique. Vous donner quelques exemples d'impact que ça peut avoir dans le passé, aujourd'hui ou dans le futur sur l'infrastructure IT au sens large, donc télécom et informatique. Et puis vous donner quelques exemples d'opportunités pour les responsables de processus que vous êtes. Alors si je clique là, ça devrait fonctionner. Alors, on a commencé par échanger beaucoup de chiffres. Alors, je vais commencer par les lettres. Internet of Things, c'est le début de l'Internet des objets. On parle de ça depuis quelques années maintenant. On pourrait traduire en anglais par l'Internet des choses. En fait, ça vient d'une part de IoT. C'est la combinaison de l'IT, donc technologie de l'information, et de l'OT, technologie métier. IoT, c'est IT plus OT. Et toute la valeur vient de là, d'un point de vue technologique. C'est IT plus OT, donc c'est technologie métier, fusionnée avec technologie de l'information, au sens large. Quelques mots sur le rôle de Cisco et sur l'organisation de Cisco depuis qu'on s'intéresse à ce marché. C'est pas nouveau, et je crois que notre évolution est assez symptomatique de ce qui se passe dans le passé et ce qui va se passer. On a commencé, il y a une dizaine d'années, à adresser le marché du bâtiment connecté et du bâtiment intelligent. Ça s'appelle, avec une initiative marché et produit, ça s'appelle Connected Real Estate. Il y a 10 ans, puis il y a 8 ans ou 7 ans par l'usine connectée. Ensuite, il y a 5 ans par le smart grid et la vidéosurveillance, avec à chaque fois une organisation par technologie émergente. Donc un espèce de silo, qui fait que de la vidéosurveillance, que du smart grid, que du manufacturing. Et puis là on continue avec le transport, etc. Et puis depuis il y a 18 mois, on a créé une division IoT qui regroupe tout cela. Parce qu'on a des problématiques communes entre tous ces métiers, surtout entre tous ces produits. Et puis il y a 6 mois, on a regroupé cette division IoT avec la division réseau d'entreprise, j'ai envie de dire classique. Autrement dit, vous voyez bien que enfin, on voit dans une entreprise comme Cisco, on regarde ça depuis une dizaine d'années, en termes d'innovation, le mariage de l'IoT et des métiers, dans l'IT, la fusion avec les technologies de l'information classique. Ça, c'est le métier de Cisco. Alors, le métier de Cisco, c'est de faire des produits pour des infrastructures télécom et informatiques. On n'a pas vocation à faire des objets, stricto sensu. Et puis, en revanche, notre métier, c'est de prévoir et d'anticiper les infrastructures informatiques télécom dont on aura besoin pour supporter. On parle de 50 milliards de devices, d'objets. À la limite, Gartner parle de 30, que ce soit 50 ou 100, il faut retenir que c'est l'ordre de la dizaine de milliards. Les principaux drivers au niveau technologique ne sont pas nouveaux. C'est IPv4, IPv6, donc en termes d'adressage, ça existe depuis 1995. IPv6, qui est codé sur 16 bits. Monsieur tout à l'heure a dit sur 6 bits, mais il a dit ça pour me faire réagir. Sur 16 bits, on parle de 10 puissance 34 adresses sur IPv6. Donc c'est en millions de milliards. IPv6, oui. 6LoWPAN, donc ensuite ce sont des technologies, des protocoles qui permettent d'optimiser l'énergie et les objets. Dans l'IoT, il y a une grande disparité entre les différents flux. Et c'est ça qui va être difficile au niveau de l'infrastructure. Vous pourrez avoir des objets qui vont pas communiquer 2 fois tous les 10 ans parce qu'il y aura eu 2 alarmes pour la sécurité incendie, 2 fois en 10 ans. Et vous pouvez avoir des objets pour le smart grid qui envoient des informations sur la phase à l'autre bout du réseau pour connecter toutes les phases au niveau de tout un pays, 10 fois par seconde. Et là, il faut des mégabits par seconde, et ça a une valeur énorme pour les opérateurs électriques. Donc voilà sur l'Internet des objets. Alors, sur l'IoT, ensuite juste un mot sur ce que l'on dit. On étend ce que l'on appelle l'IoI, parce que IoT, c'est la technologie. Bon, un petit peu de valeur. J'ai parlé des protocoles IT, mais évidemment, il y a quelque chose qui est un vrai driver au niveau technologique. Un vrai changement, c'est les technologies des batteries. On a des batteries et des protocoles IT qui permettent d'énormément diminuer la consommation énergétique. On peut avoir des objets qui peuvent durer 10 ou 20 ans, comme nous l'expliquait le monsieur de Suez ce matin.
Alors au-delà de l'IoT, l'IoE, juste un mot pour dire l'IoE c'est l'Internet of Everything, hein, puisqu'on a besoin d'être très générique. Donc il y a les objets, il y a les données, il y a les people et il y a les process. La valeur est dans les process. La difficulté, je donnerai quelques exemples tout à l'heure, est dans les people. La difficulté, c'est de marier, c'est pour ça que c'est intéressant pour le responsable de processus, de marier, de couper les silos entre les organisations DSI, informatique télécom, et les organisations métiers. C'est la plus grosse difficulté de l'IoT. Alors quel marché est-ce que l'on adresse? Bon, j'ai parlé du manufacturing et du mining. Du smart grid, je donnerai quelques exemples. Oil and gas, transport. La Smart City, on peut le voir comme une espèce d'ombrelle qui regroupe un peu tout cela. La défense et puis les opérateurs télécoms avec le machine to machine, ce qui n'est pas spécialement nouveau d'ailleurs, ça existe depuis le 2G, depuis une dizaine d'années. Quels sont les impacts génériquement sur les infrastructures? L'infrastructure informatique télécom, elle doit être temps réel. Tout ne doit pas être temps réel, mais ce qui doit être temps réel doit être vraiment temps réel. Et ça peut être critique. Et si possible, très souvent, il ne doit pas y avoir d'intervention humaine dans tout ce qui est tous les 4 ou 5 marchés sur la gauche, là. Scalability, ça veut dire pouvoir déployer des infrastructures très rapidement, pour pouvoir déployer des nouveaux services très rapidement, au niveau de la centaine de milliers, du million ou du milliard d'objets. Big Data Analytics, évidemment. Et puis, sécurité. Il ne se passe pas un mois sans que j'entende parler dans mon domaine du smart grid de trous de sécurité X ou Y. Et là, il y a une grande méconnaissance et énormément de choses à dire et à faire avec les professionnels de l'IoT, en particulier de l'OT. C'est quelque chose que les gens de l'IT, ça ne fait pas peur, mais ça fait plutôt peur aux gens de l'OT, des opérations. À noter une chose, quand on parle d'Internet des objets, il y a une grande confusion, parce que malheureusement, on confond le réseau Internet et la technologie. IP, c'est Internet Protocol, IPv4, IPv6. On peut quand même l'utiliser dans un milieu fermé. Ça ne veut pas dire que tous les objets, en particulier tous les objets sur les infrastructures critiques là, ça ne veut pas dire que tous les objets vont être tous connectés en mode ouvert au réseau Internet. C'est important à dire parce qu'il y a une espèce de peur. Quand on dit IoT, on dit non, moi je veux pas que mon réseau électrique soit connecté sur Internet. On n'est pas obligé d'en avoir peur, mais enfin, on peut aussi parfaitement contrôler un domaine qui n'est pas connecté à Internet. Voilà, donc connectivité, standard, ça a été dit ce matin, comme on va avoir un certain nombre d'objets qui parlent entre les applications, les standards, entre plusieurs applications, les standards à la fois au niveau communication, mais également au niveau informatique sont critiques. Donc nous, on travaille avec, depuis 10 ans, dans l'énergie du utility. Vous avez entendu ce matin ERDF, EDF parler de l'IEC. Protocole de télécommunication IEC, ils existent depuis 50 ans. Chaque pays, en général même chaque client, a sa propre version. Donc il s'agit de les mettre et de les transformer, de les mettre sur le réseau, de les encapsuler, ou alors de les adapter pour qu'ils puissent communiquer avec d'autres objets. Pareil sur le transport, on a des normes extrêmement critiques sur les produits, sur les vibrations par exemple. Donc ça, il faut changer, nous industriels, on est là pour adapter nos normes pour ce genre pour ces marchés. Et ça prend un certain temps, et croyez-moi, c'est pas facile. Quand on doit durcir des objets dans le smart grid, on utilise les stations électriques, on utilise l'air comme isolant. Donc souvent elles sont à ciel ouvert. Et ça veut dire qu'en Arabie Saoudite, votre produit de télécom ou d'informatique, il doit aller jusqu'à 70 ou 80 degrés, ou en Inde. Puis en Norvège, jusqu'à moins 30 ou moins 40. C'était pas prévu ça quand on va commencer à faire des produits télécom informatiques. Hein. Donc durcir les produits, c'est ça. Pareil sur les vibrations, hein, j'ai des clients qui veulent faire de la vidéosurveillance dans des tramways à 80 km/h en temps réel et transporter 200 mégabits par seconde en temps réel à travers le tramway. Pareil, il faut que les équipements puissent supporter toutes les vibrations et les chocs que l'on a dans le monde du transport. Alors, ça c'était pour vous parler d'une manière générale du marché de l'IoT. Ensuite,
3 impacts sur les infrastructures. Premièrement, Big Data. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que les données doublent tous les 2 ans, les données que nous émettons dans nos marchés B2B ou B2C. 90% des données qui existent dans le monde ont été créées depuis 2012. 90% n'existaient pas en 2012. Donc les données en soi n'ont aucune valeur. Ce qui commence à avoir de la valeur, c'est l'information. Ensuite, c'est la connaissance. Puis il y a au-delà de ça une opportunité pour les responsables de processus que vous êtes, c'est de faire des dashboards et des scénarios planning, c'est-à-dire de pouvoir faire des tests avec toutes ces données, des simulations, et par exemple de faire des pilotes et d'adapter une stratégie pour vérifier que ça marche. Je sais ce que c'est ERDF ce matin quand ils ont parlé de Linky. Il y a d'abord eu un pilote sur 3000, puis sur 30 000, puis sur 300 000 compteurs. Maintenant, c'est déployé pour 3 millions. Donc on peut valider des modèles IoT, et c'est une opportunité, je crois, très importante pour quand on est responsable de process. Deuxième impact, le traitement de l'information distribuée dans le réseau. Alors j'ai parlé IoT, il y a une autre chose qui se passe dans le monde de l'IT en général, qui est une vraie révolution, c'est le cloud, comme vous le savez. Et la combinaison de cela, c'est ce que l'on appelle, ce que certains appellent, y compris dans l'entreprise, le fog computing. On pourra dire ce que l'on veut du nom. Je trouve que ça fait un petit peu fumeux, mais néanmoins, le terme est malgré tout assez parlant. Ça veut dire que dans les équipements de télécom, on peut avoir du traitement local de l'information. La mémoire est maintenant devenue assez faible, y compris les CPU et les processeurs. On peut avoir également un petit peu de mémoire dans les objets eux-mêmes, mais également dans le réseau, sans avoir à tout remonter en centrale, dans les systèmes de supervision ou les OSS ou le centre de données central. Et ça, c'est un vrai impact sur l'organisation des entreprises et sur les process, parce que ça veut dire que le responsable métier qui s'intéresse à son métier et son process avec de l'information distribuée ou décentralisée va être obligé de penser une nouvelle architecture et de parler aux responsables télécom. Ça arrive assez souvent que jusqu'à présent, ils s'ignorent largement. Donc ça, c'est un des premiers impacts. C'est aujourd'hui qu'on voit ça, hein. C'est pas de la science-fiction. La semaine dernière, j'ai vu des gens qui, dans un domaine, développaient du middleware distribué pour avoir des workflows distribués loin du centre de données principal. En cas d'utilisation critique, si jamais on est déconnecté tout complètement, on peut quand même prendre une décision locale. Donc deuxième impact distribué, puis troisième impact, mais ça c'est un peu plus classique, c'est tout ce qui est flux application par application. Des tas de métiers dans l'IoT et ailleurs d'ailleurs, on pense un problème, une infrastructure télécom informatique, une infrastructure IT. Et ce qu'apporte l'IoT, c'est le pouvoir, à cause des standards de données et de transmission, de pouvoir faire en sorte, je donnerai des exemples ensuite, faire en sorte que les applications puissent se parler entre elles. Des applications qui jusqu'à présent ne se parlaient pas du tout. Tout ça grâce à quoi? Grâce à une infrastructure partagée, mutualisée, sécurisée. On peut faire une comparaison avec la voix et les données. Il y a 15 ans, les responsables de la voix et les responsables des télécoms n'avaient aucune raison d'être dans une même salle dans une entreprise. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux évidemment intégrés dans une direction des services de l'information, des systèmes d'information. Et au fur et à mesure que l'on voit cela, on a rajouté de plus en plus de flux sur des infrastructures mutualisées. Et ça n'est qu'un début. Alors, un petit exemple sur le Smart Grid, on en a parlé un petit peu ce matin. J'aime bien Smart Grid parce que dans l'Internet des objets, c'est sans doute l'exemple ultime. On est obligé de suivre, si possible en temps réel, le circuit d'approvisionnement d'électrons de la source jusqu'à la destination, c'est-à-dire jusqu'à l'appareil. Et plus on suit ça, plus on optimise le réseau électrique et plus on apporte de la valeur. Alors où est cette valeur? Elle est un petit peu chez les clients résidentiels, pas tant que ça au jour d'aujourd'hui. Elle est principalement dans les entreprises et chez les énergéticiens. D'une part, au niveau des stations électriques, on peut faire de la maintenance préventive, on faut optimiser ces opérations.
en mesurant en permanence les phases, l'intensité et le voltage, et en jouant sur les infrastructures le plus finement possible. Et plus on est fin, plus on ajoute de la valeur. On peut également faire de l'écrêtement ou de l'effacement, on va parler un petit peu ce matin. Il y a un pic effectivement d'électricité entre 18 et 20 heures. Certains énergéticiens sont obligés de racheter de kilowattheures. Il y a des marchés, il y a des marchés actions. 50, parfois j'ai même vu des chiffres jusqu'à 200 fois plus cher qu'ils ne le revendent. Vous voyez l'intérêt pour eux de faire de l'effacement, de l'écrêtement de ce pic, et puis de demander aux particuliers que nous sommes de retarder si possible tel ou tel usage d'appareil. Au niveau du comptage, ça leur permet également plusieurs choses. D'avoir les données en temps réel, donc de ne pas envoyer un technicien sur place pour vérifier les données, de connaître un peu mieux l'usage et l'usager, mais également des nouveaux modèles de business. Par exemple, vous savez, on parlait ce matin de 3 milliards de personnes qui ont des téléphones mobiles. Il y en a 800 millions là-dedans qui ont des téléphones mobiles en mode prépayé. Et il y a encore 1 milliard de personnes en Afrique et ailleurs qui n'ont pas d'électricité. Donc commence à y avoir émergé des modèles pour la frange, j'ai envie de dire, la plus défavorisée de la population mondiale, qui seraient intéressés, ou les énergéticiens seraient intéressés pour avoir un modèle pour leur fournir de l'électricité uniquement en mode prépayé. Ça, avec un compteur intelligent, je peux aller provisionner un service dans le compteur en disant vous avez payé vos 20 euros d'électricité, vous en avez pour 15 jours, 3 mois, peu importe. Voilà le nouveau exemple de modèle que ça peut apporter. Alors, deuxième exemple, alors, quand j'ai pensé à cette présentation, je me suis dit, tiens, je vais donner un exemple de quelque chose qui ne marche pas. Pourtant, il y a une énorme valeur dans le bâtiment intelligent et ça fonctionne. J'exagère un peu en disant ça marche pas bien, enfin en disant ça marche pas, mais ça marche pas bien. Je ne savais pas qu'on serait ici à la Fédération française du bâtiment sans connectivité Wi-Fi, ce qui effectivement pour moi est une hérésie. Mais pourquoi ça marche pas? Tout ce qui est là, on a toujours pensé le bâtiment intelligent depuis 10 ou 20 ans en silo. Vous avez un réseau lumière, vous avez un réseau chauffage, ventilation, air conditionné, un réseau électricité, un réseau vidéosurveillance, un réseau inventaire, capteur, et puis un certain nombre d'objets qui sont là, l'inventaire. Et puis en parallèle, vous avez évidemment une infrastructure informatique télécom qui fait de la voix, de la vidéo, des données, etc. Tout ce qui est à gauche, on peut le mettre sur une infrastructure mutualisée. Tout. Il n'y a rien qui l'empêche d'un point de vue technique depuis 10 ans. 5 ans, on va dire. Néanmoins, pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement pour des problèmes humains. Parce que, en général, c'est très rare d'avoir des DSI qui parlent aux services généraux d'un bâtiment. Pour deux raisons. D'abord parce que souvent, les gens qui utilisent le bâtiment sont locataires, donc ils n'ont pas forcément d'impact sur ce qui se passe à gauche. Puis d'autre part, en général, ils sont complètement séparés dans une direction générale. Donc moi, je dis régulièrement à mes commerciaux, pour que vous fassiez ce genre de solution, ça existe quand même, un bâtiment intelligent avec tout ça. Assurez-vous que vous avez quelqu'un des services généraux et quelqu'un des systèmes d'information et de la direction générale dans la même salle. Et là, on a gagné. C'est intéressant, je pense, comme exemple pour les responsables de processus, ça veut dire se forcer à aller au-delà de sa zone de confort et aller trouver des idées qui sont au-delà de ce que l'on sait faire. La valeur est énorme. C'est pour ça qu'on a commencé par ce marché-là dans l'IoT chez Cisco. La valeur est énorme, rien qu'en câblage, mais également, si vous pensez, comme je le disais tout à l'heure, applications qui se parlent les unes entre elles. On peut imaginer, c'est très simple, ça existe, ça se fait, qu'on va faire le chauffage ou la ventilation ou l'air conditionné dans une salle de conférence ou autre, en fonction de si elle est réservée ou pas, ou si une personne est à son bureau ou pas. On peut le savoir par le système de badge, de contrôle d'accès, on peut le savoir par le système informatique si une salle est réservée ou pas. Il suffit de la faire dialoguer avec le système de ventilation et d'air conditionné. Ce n'est pas de la science-fiction. Et les économies d'énergie sont énormes. On peut diminuer de 20 à 30%
des économies d'énergie sur un bâtiment en faisant ce genre de choses. Alors le seul modèle que j'ai vu qui fonctionne, c'est un nouveau modèle de business. Pour faire ça, d'une part, il y a des gens qui disent « Moi, monsieur, je suis responsable de votre performance énergétique, je prends votre bâtiment, je le manage, je le gère, et je m'occupe de faire diminuer votre facture énergétique de 10%, et le reste, ce sera ma marge, c'est pour moi. » Et ils arrivent à faire 20 ou 30 s'ils veulent. Et puis j'ai eu un fonds d'investissement qui disait « Moi, monsieur, je change complètement, je rénove complètement tout votre bâtiment en interne, et je ne change pas votre facture énergétique, et par contre, je gère votre bâtiment. Toute la marge est pour moi. » Ça, ce sont des nouveaux business models qui sont un petit peu forcés parce que, justement, les directions informatiques et les services généraux se parlent pas. On doit également déplorer que ce n'est pas les services généraux, en général, sur lesquels les entreprises misent le plus en termes de formation. Dernier point avant de conclure, bon, les Smart Cities, il y a un grand événement à Barcelone là, ces jours-ci. Alors je voulais partager avec vous les chiffres que nous donne la ville de Barcelone concernant la valeur que pourrait lui apporter son initiative Smart City. Elle compte avoir 56 000 emplois en plus. Grâce à ces optimisations d'infrastructures que vous voyez toutes là, alors ça veut dire Smart Grid, Microgrid, parking, ambulance, digital signage, l'optimisation des parkings, de la réduction de la pollution, etc. Donc 1500 entreprises, 56 000 emplois. Le smart parking va lui rapporter 67 millions de dollars. L'optimisation de l'eau, du traitement de l'eau, qui en général est quelque chose de municipal ou de départemental, 58 millions de dollars. Et l'optimisation de l'éclairage, 47 millions de dollars. Comment on fait ça? Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais qui reprennent ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir une infrastructure partagée et d'enlever des silos, c'est qu'on peut imaginer, par exemple, d'avoir des caméras de vidéosurveillance, qui jusqu'à présent étaient utilisées uniquement pour la sécurité, qui soient couplées avec, pour des applications de parking, pour savoir exactement où est-ce qu'il y a des places libres. Le citoyen, avec une petite application IBM Apple, puisse pré-réserver sa place et réduire son temps de transport. Et donc la pollution. Donc ça, c'est un exemple d'objet qui est partagé entre deux applications. Autre objet, avec les LED, on peut maintenant beaucoup mieux programmer ce qui se passe au niveau de l'éclairage. Et donc on peut optimiser l'éclairage public en fonction, par exemple, de la criminalité, du trafic des piétons, du trafic des routes, ou évidemment de l'heure de la journée, de la nuit, de la saison, etc. Et donc ça, c'est également une valeur énorme pour les Smart Cities. La difficulté dans les villes intelligentes, c'est qu'en général, surtout en Europe, elles ont aucun budget. Donc elles nous disent, à nous, à vous, faites-moi ça, mais j'ai pas de CAPEX. Donc faites-le moi au mieux en OPEX ou sinon en rien du tout. Donc, ça veut dire que les entreprises sont obligées d'aller voir les villes et d'opérer leurs services. Mais elles peuvent opérer leurs services. Néanmoins, le City Mayor, il demande quand même ce qu'on appelle un City Dashboard. Et il sait exactement ce qui se passe dans sa ville et où est-ce qu'il peut agir. Avoir un peu plus de policiers là où il y a plus de criminalité, par exemple. Voilà, alors je termine 1 minute 30, juste pour dire voilà comment nous on approche le marché, parce que j'ai parlé de ces problèmes humains. On a commencé nous recrutant quelques spécialistes de ces marchés, usines connectées, mining, smart grid, oil and gas, etc. Mais il y en a très peu. Moi j'ai fait des partenariats pour le bâtiment et pour d'autres choses avec Schneider Electric, avec Alstom pour le smart grid. On en a une quinzaine d'autres qui sont structurants au niveau IoT. La difficulté, c'est d'abord effectivement d'avoir des gens qui se parlent. Et donc de se dire, tiens, on va faire une alliance ou un partenariat ensemble pour adresser ce marché. D'autres entreprises n'adressent pas le marché de la même manière, font des acquisitions, c'est-à-dire acheter Telvent, ou font des joint ventures. Accenture, Siemens, par exemple, ou Capgemini, Alstom. Et je suis sûr que IBM en a quelques-unes en tête. Voilà, je vous remercie. Et puis, je suis à disposition pour les questions après.